En 1942, des 3700 soldats du général Koenig, terrés dans le désert de Libye, le général de Gaulle disait qu'ils étaient l'orgueil de la France. Un orgueil disparu après la défaite de 1940, ayant laissé place au pire des engrenages, mais qui devrait réapparaître en empêchant 40 000 germano-italiens d'encercler les forces britanniques, leur laissant le temps d'évacuer. La bataille de Bir Hakeim fut le retour de la France dans la guerre, rappelant à l'humanité que bien commandé, le soldat français était le meilleur du monde. En 1940, en pleine débandade, des troupes disparates se retrouvèrent piégées dans une petite ville de Lorraine, encerclée de toutes parts. Ces soldats n'avaient pas encore renoncé à l'orgueil de leur pays et allaient résister jusqu'au bout. Bonjour tout le monde. En cette fin juin 2026, nous nous devons de commémorer ce triste 86e anniversaire de la défaite de 1940. Et pour cela, j'avais envie de revenir sur un événement que j'avais déjà évoqué lors de ma vidéo sur le fort de Longchamp, la bataille d'Épinal. La défense de cette poche, encerclée aux dernières heures de la bataille de France, du 18 au 22 juin 1940, est encore très peu documentée. Et en dehors de quelques témoignages, il ne semble pas y avoir une grande littérature la concernant. C'est donc avec des informations lacunaires que je vous propose le récit suivant. Vous trouverez bien entendu mes sources en description. Et bien entendu, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Dresser une carte des unités présentes dans la poche d'Épinal en juin n'est pas évident, étant donné qu'il s'agit de troupes éparses, le plus souvent en fuite ou en retraite. La ville n'est plus la place forte lourdement défendue qu'elle était en 1914, mais le lieu de chute de ce qu'il subsistait de l'armée française dans l'est du pays. Le 18 juin, les Allemands ont dépassé Dijon, Orléans, ils approchent du Mans. La veille, le gouvernement de Pétain a demandé un armistice. Que reste-t-il de l'armée? Du moral. Pourquoi combattre encore? À quoi va servir ce sacrifice inutile? Les officiers qui se sont retrouvés autour de la Cité des Images n'ont pas eu l'occasion de se concerter, de mettre un plan cohérent sur la table. Mais tous ont décidé de s'établir là où ils le pouvaient, pour combattre au lieu de se rendre autant aux Allemands qu'à l'évidence. Protégés par le tir des vieux forts serrés de rivière de l'ancienne place, dont l'un fut le plus puissant de la vieille ligne de défense en 1914, et dont la bataille à venir serait leur baptême du feu, les soldats semblaient vouloir prouver au monde qu'il restait en eux encore une trace d'orgueil. Épinal, ville garnison depuis la fin du 19e siècle, disposait en septembre 1939 du 21e régiment de tirailleurs algériens et du 33e régiment d'artillerie nord-africain. Ces deux unités quittèrent leur caserne pour rejoindre la ligne Maginot. Seul restait sur place le 1er bataillon du 207e régiment régional de protection. Ce régiment de réserve, dispersé dans plusieurs villes vosgiennes, était mal équipé et incapable de tenir seul un front autour de la ville. Avec lui, une compagnie du génie et une compagnie de l'air présentes sur l'aérodrome de Dogneuville. C'est d'ailleurs cette dernière qui subissait le premier assaut. Deux raids de l'aviation allemande le 10 et 11 mai prenaient pour cible la voie ferrée en direction de Nancy et le camp d'aviation, détruisant plusieurs avions et tuant 4 soldats. La ville et ses environs seront victimes durant plusieurs semaines de bombardements sur ses infrastructures ferroviaires et ses casernes. Certains sans effet, d'autres meurtriers. Militaires comme civils étaient les cibles de la Luftwaffe. Si les Allemands ne sont pas encore arrivés à Épinal par l'est, c'est grâce à la ligne Maginot, encore intacte. L'envahisseur l'avait contournée par les Ardennes et entamait désormais l'encerclement de la Lorraine et de l'Alsace par l'ouest. Le 12 juin, les soldats en poste dans les forteresses recevaient l'ordre de se replier, de descendre vers le sud pour ne pas laisser le temps à l'ennemi de refermer son piège. Peu motorisées, elles sont lentes et ne peuvent éviter la fermeture de la poche. Le 15 juin, les troupes en fuite étaient contraintes de se replier vers les Vosges lorsque les Allemands traversèrent le Rhin. C'est sous la chaleur implacable du soleil de juin que des milliers de soldats désarmés arrivaient dans la ville. Ils étaient accompagnés de civils fuyant l'avance allemande. L'exode commençait aussi pour les Spinaliens, qui cherchaient à fuir la ville. Au cœur de ce chaos,
personne n'a vraiment conscience du danger qui s'annonce. Le 14 juin, le colonel Canavi quittait la ville avec son état-major, laissant le commandant Charpentier seul pour mettre en place la défense, alors que de nombreux soldats s'enfuyaient vers le sud. Il ne disposait pour cela et sur un front de 30 km que du seul premier bataillon du 207e RRP, dont les effectifs sont pour l'heure encore impossibles à déterminer. Mais des régiments inattendus allaient lentement apparaître ici et là autour de la ville, des régiments disparates des 5e, 3e et 8e armées en pleine retraite et talonnés par les Allemands. Les généraux Condé et Bourret, commandant respectivement les 3e et 5e armées, se rejoignirent au fort de Girancourt pour décider de la marche à suivre. Les ordres du général Pretla, commandant le 2e groupe d'armées, devaient faire converger leur retraite en direction du sud-est vers Belfort, ce qui n'est dès lors plus envisageable. Mais ce dernier, ayant déjà reculé jusqu'à Lons-le-Saunier, ne peut plus envoyer d'ordre aux armées encerclées. Ce 15 juin, l'escadron hippomobile du 26e groupe de reconnaissance de division d'infanterie, appartenant à la 30e division d'infanterie alpine, apparaissait à Châtel au nord d'Épinal. Il s'y retrancha pour couvrir la retraite de sa division. Plusieurs escadrons du 24e groupe de reconnaissance de corps d'armée, du lieutenant-colonel Pichon, dépendant du 12e corps d'armée, arrivèrent aux abords de la Moselle le même jour et s'installèrent entre Charmes et Épinal. Enfin, ce furent 2 escadrons à cheval du 23e groupe de reconnaissance de corps d'armée appartenant au 13e corps d'armée qui se barricadaient dans le secteur de Xertigny, au sud-ouest. Ils auraient reçu du renfort en la présence de quelques éléments du 26e régiment d'artillerie divisionnaire appartenant à la 56e division d'infanterie du corps d'armée colonial, et essentiellement armés de canons anti-chars et de 75 mm. En parallèle, l'envahisseur préparait son assaut. La 6e Panzer Division devra se diviser en 2 colonnes d'attaque. Une à l'ouest dirigée par le colonel von Hessebeck, la seconde par le sud dirigée par le lieutenant-colonel Kohl. La 8e Panzer Division s'élancerait en direction du front nord sur Nomexy et Taon. Le 16 juin, l'escadron du 26e GRDI est rejoint dans le secteur de Châtel par l'escadron à cheval du 46e GRDI du 23e corps d'armée de forteresse. Ce dernier, parti de Baccarat à 4h du matin, se déploya à Porcieux à partir de 11h. Il était accompagné par un détachement du 168e RAP, appartenant au 43e corps d'armée, disposant encore de quelques canons de 75 mm. Les artilleurs se positionnèrent dès le lendemain en embuscade à la lisière de la forêt de fraises au nord du village. Certaines pièces d'artillerie devaient être réparées sur place, d'autres n'avaient pas de munitions à leur arrivée, et il faudra attendre de découvrir des obus abandonnés pour les utiliser. Le 18, le détachement prélevait des munitions de 75 sur un train en gare de Rambervillers et les envoyait à Porcieux. Le 17 juin, le 51e GRDI de la 70e division d'infanterie était stationné à Girmont, légèrement au sud. Ses troupes effectuèrent une reconnaissance au sud-ouest d'Épinal, durant laquelle il affronta des soldats allemands à Attigny et Darney. Est-il arrivé ce jour ou plutôt difficile à dire. Il se trouvait cependant en avant des régiments liés à sa division actuellement en route vers Épinal pour les accueillir. Justement, le 1er bataillon du 223e régiment d'infanterie arrivait depuis l'est à Serqueur. Ces 3 compagnies se mirent en liaison avec le 51e et s'installèrent en fin de journée à Dogneuville, Jessay et au nord d'Épinal. Le régiment faisait alors lui aussi partie de la 70e division d'infanterie. Au sud, la colonne Kohl prit le contrôle de Bain-les-Bains ce même jour, malgré la résistance farouche d'un unique peloton isolé, et arriva aux environs de Xertigny dans l'après-midi, mais ne parvint pas à atteindre le village avant le lendemain, face aux barricades installées sur les grands axes. Le 18 juin, en fin de matinée, une attaque de blindés venus du sud était refoulée en avant de Xertigny, mais, à force d'encerclement, l'ennemi atteint les dernières lignes de défense. Les officiers prirent les armes pour combattre au milieu de leurs troupes, dans les rues les unes après les autres, face à un envahisseur 10 fois plus nombreux. Aux environs de 18h30, les derniers défenseurs atteignaient la mairie de Xertigny, le PC du commandant des 2 escadrons, Frédéric de Saint-Cernin. Blessé une première fois à la poitrine, par un tir, et ensuite par une grenade lorsqu'on essaya de l'extraire, il refusa de se rendre et trouva la mort au combat dans le brasier qui consumait le bâtiment.
Impressionnés par cette défense acharnée, les assaillants organisèrent l'enterrement des soldats français tombés au combat dans le cimetière du village, sous les honneurs d'une Marseillaise jouée par un orchestre militaire allemand. La colonne von Essebeck, remontant par l'ouest, avança plus aisément. Elle contourna le canal de l'Est, défendu par les forces du 55e bataillon de mitrailleurs motorisés, appartenant au 8e corps d'armée, qui se tenait sur la rive est de Sanché à Méloménil. Malgré quelques accrochages, avec des troupes de reconnaissance à Chantraine, les Panzers prirent par surprise au soir du 18 juin les troupes des 1er et 2e bataillons du 164e régiment d'infanterie de Forteresse, qui espéraient se retrancher entre Darnieulles et Chantraine. Ces troupes étaient arrivées en train à Épinal le jour même, après avoir quitté Metz le 15 juin. Le commandant Orguebin, qui dirigeait ces renforts de fortune, brossait un portrait peu enjoué de la situation à son arrivée. En face de lui apparaît le général Fournier, nommé à la tête de la défense d'Épinal la veille par le général Condé commandant la 3e armée. Fournier est âgé, fatigué par la situation et encore loin d'imaginer l'imminence de l'assaut allemand sur la cité des images. Après avoir été surpris, une partie du régiment est capturée dans la caserne Courcy. Mais des éléments arrivèrent à s'enfuir en direction de Châtel, où ils arriveront le lendemain. Le 164e RIF appartenait au 6e corps d'armée. C'est également le 18 juin que l'escadron motorisé du 46e GRDI, commandé par le capitaine Rouvillois, arriva à Épinal, avec l'état-major et son chef d'escadron de Gatier. Il devait, sur ordre du lieutenant-colonel Pichon, tenir les ponts de la Moselle. Le général Fournier ne serait vraisemblablement plus à Épinal lorsque le groupe de reconnaissance y prend position. Mais une autre source indique qu'il part pour Dévillers le lendemain. Comprenant que la ville est sans défense, les 200 soldats qui viennent d'arriver s'installèrent en rive droite, d'où ils espéraient pouvoir endiguer l'afflux des envahisseurs. Ils arrivent visiblement en fin de journée, Rouvillois critiquant le manque de protection sur les ponts encore intacts, signifiant qu'il les voit après 17h20, heure où le général Condé ordonne leur destruction, à l'exception du pont du 170e régiment d'infanterie en face de la mairie. Tous les autres sont en effet détruits, sauf le pont Sadi-Carnot qui ne l'est que partiellement. De Gatier installe son PC à la mairie, tandis que Rouvillois met en place durant la nuit ses troupes dans les immeubles le long de la Moselle, au cœur du centre-ville. À l'est d'Épinal, la 2e compagnie du 223e, commandée par le capitaine Chassaigne, se préparait dans le village de Jessay. Le maire du village avait bien insisté pour que la défense se fasse en dehors des rues, mais les militaires suivraient à la lettre les ordres du général Condé, ayant pris le commandement de la 5e armée en remplaçant du général Bourret placé en réserve la veille. Le capitaine conseilla aux habitants de se protéger dans leurs caves. Des positions de mitrailleuses furent installées pour contrôler les entrées du village, ainsi que plusieurs barricades pour bloquer ces mêmes accès. Aux environs de midi, un groupe survivant du 31e bataillon de chars de combat, dirigé par le lieutenant Guillemin, fit son apparition. Il disposait de 7 Renault FT et se joignit à la défense. Cette section survivante du 31e BCC appartenait à la 5e armée. Enfin, pour finir ce long jour de préparatifs du 18 juin, le 109e bataillon de chasseurs à pied, appartenant à la 44e DBCP de la 70e division d'infanterie, s'installa à Châtel-sur-Moselle et prêta main forte aux soldats du 26e GRDI. Avec la chute de Xertini, malgré le sacrifice du 23e GRCA, la route vers Épinal semblait ouverte pour les panzers du lieutenant-colonel Cole. Pourtant, plus au nord, au hameau des 4 Vents, à l'intersection entre Dounou et Uriménil, un détachement du 55e BMM mit en place un barrage sur la route en direction de la ville. Tôt le matin, une ambulance allemande approcha, et ses occupants demandèrent à négocier. En pleine discussion, un Allemand essaya de désarmer le sous-officier français. Une fusillade éclata, et les Allemands quittèrent la zone. Plus tard, dans la matinée, de nombreuses ambulances approchèrent à nouveau, et leurs occupants tentèrent de passer le barrage, mais ils se firent de nouveau repousser. Ils s'enfuirent dans un café du hameau, où les Français en sous-nombre parvinrent à les faire prisonniers. L'arrivée de plusieurs automitrailleuses obligea les Français à déposer les armes. Accusés d'avoir tiré sur une vraie ambulance, ils sont froidement fusillés. D'autres soldats français qui défendaient les barricades, débusqués par les Allemands les ayant contournés, ont également été exécutés après leur capture. Vers 10h, les Allemands ont passé le barrage et atteint les faubourgs au sud d'Épinal, où un second barrage de la 55e BMM les attendait, probablement non loin du viaduc de la Taverne à Saint-Laurent.
Un nouveau combat s'engage, tuant au moins 5 assaillants et 4 défenseurs. Le 55e BMM avait la lourde tâche de défendre un front très étendu, et à partir du 19 juin, durant 2 jours, ils prirent part à la défense du canal de l'Est à Sanchay, Chaumouzet, Girancourt, Thielouze et Méloménil. À l'est de la Poche, le petit village de Jessay est également victime des premières incursions ennemies. Une attaque est lancée du sud-ouest à 5 h du matin. Repoussés, les Allemands incendient les maisons les plus proches avant de disparaître. Durant toute la journée, les soldats du 223e RI pouvaient compter sur le soutien des forts autour d'eux, notamment des Villers et les Adelphes à proximité. Si les positions fortifiées n'intervinrent pas directement, elles imposaient aux Allemands une extrême prudence autour du village. Malheureusement, aux environs de 20 h, le fort des Adelphes était attaqué. Pris de panique, la petite garnison dépassant à peine les 25 soldats finit par se rendre. Peu avant, dans la soirée, le fort d'Uxenier déposait également les armes. Malgré une puissance de feu non négligeable, il était désormais isolé. Seul fort moderne de la place à l'ouest de la Moselle, il ne pouvait plus agir sur le combat, ayant largement été dépassé pour la majorité de ses angles de tir. Avant de se rendre, la garnison rendit son artillerie inutilisable. En plein chaos apparut de l'est des soldats du 155e RAP, appartenant à la 103e division d'infanterie de forteresse. Ils étaient à la recherche de leur artillerie, dont le train avait été perdu de vue, avant de le retrouver le 17 à Darnieulles. Une fois regroupés, le 19, la trentaine de canons, majoritairement des 75 et peut-être des 145, furent positionnés en batterie autour d'Épinal. Totalement coupés de leur hiérarchie et sans liaison avec les défenseurs, au centre-ville, les artilleurs n'eurent pas le temps d'agir et se replièrent vers l'est en sabotant leurs pièces, en apprenant l'assaut des Allemands sur les cols vosgiens. Au centre-ville d'Épinal, Rouvillois et Degatier déclarèrent peu après minuit à la mairie prendre le commandement de la défense d'Épinal. Les fonctionnaires, surpris, rétorquèrent que le ministère de l'Intérieur venait de déclarer ville ouverte toutes les communes de plus de 20 000 habitants. Ils ne firent aucun cas des suppliques tant du maire que du préfet, et ce dernier n'arriva pas à obtenir du général commandant la zone, peut-être Condé, l'annulation de cet ordre. Du nord au sud, la défense se préparait depuis la veille. Un canon de 75 place Guilgaud, des mitrailleuses à l'étage des immeubles devant le pont du 170e RI, préservé de la destruction mais miné par Degatier. Des canons anti-chars aux entrées du collège et dans le jardin de la préfecture, secondés par des mitrailleuses également. Dans la nuit du 18 au 19, la colonne von Hessebeck a investi les quartiers de la rive gauche et se préparait à prendre d'assaut le dispositif du 46e GRDI. Le colonel allemand envoya à 6 h plusieurs véhicules de transport sur le pont Sadi-Carnot, partiellement détruits, mais ils recevèrent plusieurs tirs de 25 mm et le tir nourri des mitrailleuses. 2 chenillers furent détruits et leur occupant tué. Un Panzer non identifié surgit à leur suite, avant de fuir sous les tirs des canons anti-chars, non sans riposter. Plus tard, un 38T apparut face au pont du 170e, mais hésita à le traverser. Il tira plusieurs projectiles sur les immeubles et le lissa en face de lui, mais il n'eut pas le temps de se retirer. 3 tirs de 25 mm le mirent hors de combat, tuant un membre de son équipage et blessant gravement les 3 autres. Le blindé en feu finit par exploser. Les flammes se propagèrent aux bâtiments alentours, qu'elles consumèrent entièrement. L'échange de tirs a également fait débuter un incendie dans les immeubles et le lycée qui devait être évacué en début d'après-midi. Von Hessebeck dirigeait ses troupes depuis la gare. À 8 h 20, il fit part au PC de la 6e Panzer Division sa surprise face à l'acharnement des défenseurs sur l'autre rive. Il décida de ne plus tenter d'attaque frontale et enjoignit ses chars à effectuer des actions rapides avant de revenir sous le couvert des bâtiments. Dans le parc de la préfecture, les soldats perdirent leurs 25 mm et en phase 2, apparut un Panzer IV, insensible aux balles des mitrailleuses. Le blindé les prit pour cible et mit hors service une à une les positions de tir de l'escadron de Rouvillois. Degatier remarqua amèrement le barrage de feu faiblir. Ses soldats devaient tenir jusqu'à l'arrivée complète de la 70e division d'infanterie et de la 30e division d'infanterie alpine. Mais il comprit que cette relève ne viendrait jamais. En voyant l'ennemi réussir à constituer des têtes de pont à l'est de la Moselle, plus au sud, Rouvillois arriva à la même conclusion, et sans se concerter, ils quittèrent leur position. Degatier ordonna que l'on tienne maison par maison s'il le fallait. Les 2 officiers et leurs derniers soldats seront faits prisonniers près de la mairie peu de temps après. Plus au nord, la compagnie du 223e RI, s'étant positionnée à Épinal le 17 juin, fut attaquée par une troupe allemande venue du sud. Comprenant que la ville n'était plus défendue, elle tenta une retraite vers Jessay. En milieu d'après-midi, von Hessebeck annonça avoir pris la ville et obtenu des négociations avec l'autorité civile.
Au sud, le lieutenant-colonel Pichon, qui se trouvait à la Baffe et avait mis en place une ligne de défense entre Archette et Jarménil avec ses troupes du 24e JRCA, se retirait à son tour aux alentours de 17h, après avoir tenu la position pendant 2 jours entiers. Ce 19 juin, la 8e Panzer Division termina son mouvement vers le nord et atteignit la Moselle aux environs de Nomexy. Le village n'était pas défendu, les Français s'étant regroupés sur la rive d'en face, prêts à interdire le passage du pont à l'envahisseur. En phase 2, les Allemands trouvèrent 160 soldats du 109e BCP et du 26e GRDI, armés de 2 canons de 25 et de 2,75. Ils n'ont pu faire sauter le pont avant face à l'importance du flux de réfugiés, essayant de l'emprunter. Il sombra dans la rivière à la vue de la première automitrailleuse. Ils sont rejoints après 4 heures du matin par les soldats survivants du 164e RIF. Les Français durent subir un feu nourri, venu de l'artillerie et de l'aviation. Le 26e réussit cependant à enrayer un assaut blindé et obligea l'ennemi à battre en retraite sur Nomexy. Leur flanc nord était toujours protégé par l'escadron à cheval du 46e GRDI et les quelques artilleurs du 168e RAP. Ils tenaient Porcieux depuis le 17, dans cette région calme jusqu'à ce jour. Le 18, on leur annonçait la venue prochaine du 90e BCP, appartenant à la 44e DBCP de la 70e division d'infanterie, à l'instar du 109e. Ces renforts arrivèrent le 19 dans l'après-midi, sous le feu des avions ennemis. Quelques fusils mitrailleurs se tournèrent vers les aéronefs dans une vaine tentative de riposte. Les liaisons avec le 26e GRDI étaient difficiles, mais les deux groupes arrivèrent à se coordonner grâce à la bravoure des messagers passant d'un village à l'autre sous les bombes. Vers 16h, une première attaque allemande prit par surprise le barrage installé sur le pont de Porcieux. Les Français qui le tenaient sont faits prisonniers un temps. Ils parviendront à s'enfuir pour rejoindre leur ligne dans la soirée. 2 heures plus tard, les Allemands mettaient à l'eau leurs canots et tentaient le franchissement de la Moselle, couverts par les mitrailleuses en retrait. Ils devaient cependant battre en retraite face aux positions françaises qui s'accrochaient à la rive. Le village de Jessay se réveilla en flammes. Si les habitants d'Épinal ont pu goûter depuis 2 jours au confort très relatif des abris souterrains, ceux du petit village n'eurent que leur cave pour se réfugier. En milieu de matinée, les Allemands attaquaient de tous les côtés et étaient repoussés par le feu combiné des mitrailleuses et des Renault FT. Le lieutenant Guillemin organisa même une contre-charge avec 2 de ses chars, faisant taire une batterie de mortiers allemandes en l'écrasant et emportant avec lui 2 prisonniers. Vers 11h30, 2 soldats envoyés par Chassaigne arrivèrent au fort de Longchamp pour demander son soutien à la garnison. Le lieutenant Henri Martin, qui commandait le vieil ouvrage, offrit sans hésiter des cartouches et de l'essence au 223e RI. Il promit également aux défenseurs de Jessay qu'ils pourront compter sur son artillerie. Les forts de Longchamp et d'Ogneville étaient depuis le début des hostilités les positions de tir les plus gênantes pour les Allemands. Cette histoire vous est contée dans une vidéo dédiée. Plus tard dans la journée, Jessay était la cible de l'artillerie allemande. Cette dernière fut chassée par les canons du fort qui honora sa promesse. Mais ce duel d'artillerie n'était pas sans conséquence pour le village, qui perdit la moitié de ses habitations dans un incendie. Les défenseurs conservaient cependant leur position. En début de matinée, une attaque blindée fut repoussée à Porcieux, tandis qu'un char français appartenant au 11e bataillon, d'un régiment non nommé, causait de lourdes pertes à l'ennemi. Il semblait s'agir d'un FT affublé d'une mitrailleuse. Plus au sud, Châtel était en feu, mais la situation des défenseurs n'y avait pas changé. Plus tard, profitant de la tombée de la nuit, les Allemands traversèrent la Moselle à Taon et atteignirent Girmont, au nord du fort de Donneville. Ce dernier cibla les blindés allemands qui tenteraient de s'approcher de ses positions. Au nord, c'est Charmes qui tomba aux mains de l'ennemi. Les défenseurs de Châtel et de Porcieux se retrouvèrent coincés entre 2 feux et risquaient l'encerclement. Le 26e GRDI ne put battre en retraite, encercla Châtel. Il tenut ses positions du mieux qu'il put, mais il finit par se rendre pour ne pas sacrifier inutilement la vie des civils. Les troupes du 164e firent de même. Le 109e BCP réussit néanmoins à battre en retraite, en direction de Porcieux, où les unités présentes préparaient leur départ en direction de Rambervillers. La bataille est presque terminée. Les derniers éléments tombaient les uns après les autres. Au nord, les troupes du 46e GRDI et du 168e RAP furent encerclées près de Mauryville, et seul le 109e BCP parvint à passer. Il sera capturé le lendemain, non loin de Rambervillers. Seule subsistait encore la 2e compagnie du 223e RI, sous le feu des canons ennemis. Certaines sources annoncent l'attaque finale des envahisseurs et la reddition des défenseurs ce jour, d'autres qu'elle a lieu le lendemain. Dans les 2 cas, seul le bataillon de chars refusait d'admettre la défaite et continuait de tirer. Face à leur résistance, le commandant allemand promit la destruction du village et seule l'intervention d'une religieuse alsacienne, se proposant comme interprète et intermédiaire,
permit de faire cesser le combat et de sauver ce qu'il restait du village. Les envahisseurs, encore une fois surpris par l'esprit combatif des Français, leur rendit les honneurs. En fin de journée, le fort de Deugneville se rend et il ne subsiste à Épinal que le fort de Longchamp, libre et encore prêt à se défendre. Des négociations ont lieu non loin du fort. Le lieutenant Martin veut qu'on le laisse épuiser ses vivres et promet de ne plus faire feu à l'offensive. Mais ses demandes sont rejetées. Il accepte alors de se rendre le lendemain matin face à la menace d'un bombardement aérien, contre lequel ce vieux fort, promettent les Allemands, ne saurait résister. Les soldats quittèrent Longchamp à 11h, avec les honneurs rendus par les Allemands. La bataille d'Épinal venait de se terminer. Dès la fin des combats, cette défense ne fut pas nécessairement acclamée. Malgré l'héroïsme et le courage des soldats qui y ont pris part, elle fut surtout la cause de nombreuses destructions et d'autant de morts et de blessés qui n'auraient pas dû l'être. Une défense brève, vaine et rapidement qualifiée de stupide par les contemporains des événements. Ainsi est mort ce 22 juin 1940 à Épinal, l'orgueil de la France. Dans un bain de sang inutile et pourtant inéluctable. Mais par la force des choses, la France libre ressuscita cette flamme dans les beaux quartiers de Londres, dans le désert de Libye, sur les collines d'Italie et au sommet de la cathédrale de Strasbourg. Et oui, comme par un jeu du destin, le capitaine Rouvillois, devenu lieutenant-colonel au sein de la 2e DB, fut celui qui arriva à Strasbourg en avant des chars de Leclerc pour annoncer qu'enfin le serment de Coufra était tenu, que la France avait retrouvé son orgueil. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle était technique, elle était dense, et j'ai charbonné pendant une semaine pour la faire. Autant dire que c'était pas la joie. Enfin bon, si elle vous a plu, c'est le principal. Et si vous m'écoutez encore à ce moment-là, ça doit être le cas. Alors n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine!